Bonjour et bienvenue au château de Chantilly. Je m'appelle Baptiste Rully, je suis conservateur ici au musée Condé et on va parcourir ensemble l'exposition Par-delà Rembrandt, estampes néerlandaises du siècle d'or. Les visiteurs vont découvrir dans le parcours tout notre fonds de gravure néerlandaise du siècle d'or précisément, donc toutes les estampes qui ont été réalisées au XVIIe siècle. C'est un ensemble exceptionnel qui est publié et exposé pour la première fois au musée Condé. Il a été réuni par le fondateur du musée, Henri d'Orléans, le duc d'Aumale, qui était un grand amateur d'estampes. Et le parti pris qui nous a guidés, qui ressort déjà un peu du titre, Par-delà Rembrandt. Pourquoi Par-delà Rembrandt? Parce que le musée Condé conserve aussi un ensemble de 21 estampes de Rembrandt lui-même. Et notre parti, ça a été de tourner le dos à Rembrandt, en partant du constat que justement, Rembrandt a tendance à phagocyter, à cannibaliser un peu son époque. Et l'idée, ça a vraiment été de partir explorer nos fonds et essayer de retrouver la trace de tous les graveurs qui sont parfois dépendants sur le plan stylistique de Rembrandt, mais parfois complètement autonomes aussi, qui sont actifs à la même période que lui. Donc l'idée de l'exposition, c'est vraiment de regarder par-delà Rembrandt tous les autres qui sont dans son ombre pour découvrir l'extraordinaire variété et la richesse de la gravure au siècle d'or néerlandais. La saison néerlandaise du musée Condé, dans laquelle cette exposition s'inscrit, est partie du travail scientifique sur les fonds que nous avons et que nous avons menés pour cette exposition. Et nous avons élargi le propos grâce à un partenariat exceptionnel noué avec le musée Jacquemart-André, qui est fermé pour travaux actuellement et qui a voulu que certaines de ses œuvres puissent rester accessibles au public pendant cette période de fermeture. Et le musée Jacquemart-André nous a donc déposé pour une durée d'1 an ces 3 peintures de Rembrandt qui ont fait l'un des musées de France qui conserve le plus grand nombre de peintures de ce maître après le Louvre, donc c'est considérable. Et nous-mêmes avons choisi d'élargir le propos encore en restaurant la plupart de nos peintures néerlandaises qui sont accrochées dans les salles du musée Condé et en proposant aussi un parcours de visite à nos visiteurs qui les conduisent sur les traces de cette peinture. Parce que l'école néerlandaise, au château de Chantilly, c'est d'une certaine manière l'école qui souffre le plus de notre accrochage, puisque l'écrasante majorité de nos peintures sont françaises ou italiennes. L'accrochage de celles-ci est souvent très cohérent, sur des murs qui leur sont spécifiquement consacrés, et l'école néerlandaise est plus éclatée, plus disséminée à travers les différentes salles du château. Et puisque le duc d'Aumale a voulu que nous ne modifions pas son accrochage, mais que nous le maintenions tel qu'il était à sa mort, il est impossible de regrouper l'école néerlandaise. Donc l'idée de cette saison néerlandaise, c'est en partant de ces gravures, des contemporains de Rembrandt, conjuguées aux 3 peintures de Rembrandt et conjuguées à toutes nos collections de peintures néerlandaises du siècle d'or, de pouvoir démontrer à nos visiteurs l'extraordinaire richesse qui est parfois sous-estimée de nos collections dans ce champ. Le duc d'Aumale était d'abord un collectionneur d'estampes. Il était historien, c'est un homme très érudit. Il est venu au collectionnisme progressivement. C'est principalement lors de ses années d'exil en Angleterre, puisqu'il est le fils du roi des Français Louis-Philippe. Et lors de l'accession au trône de Napoléon III, sous le Second Empire, le duc d'Aumale part en Angleterre, contraint à l'exil, et il développe pendant ces années-là, donc dans les années principalement 1850 et 1860, une grande collection d'estampes qu'il achète chez de grands marchands londoniens, principalement Colnaghi, qui est d'une certaine manière l'un de ses fournisseurs officiels, si on peut dire. Donc ça a été l'un des autres axes de notre recherche pour cette exposition, de retracer les provenances, à chaque fois que c'était possible, pour retracer le fil des acquisitions du duc d'Aumale, non seulement sa source, disons, à lui, c'est-à-dire le lieu où il se les était procurés, mais remonter encore plus en amont, et dans certains cas, on a réussi à retracer certaines de nos gravures jusqu'à des grandes collections qui sont documentées à l'époque même de Rembrandt.
Alors on a voulu que cette exposition éclaire le public sur la fonction qui incombait aux gravures qu'on leur présente. C'est-à-dire qu'on a voulu que chacun puisse comprendre le rôle qu'elles jouaient dans la vie quotidienne du siècle d'or néerlandais, la manière dont elles circulaient, la manière dont elles étaient collectionnées, l'audience pour laquelle les artistes les réalisaient. Et ce qui a été passionnant, c'est de pouvoir adosser nos propres recherches à l'actualité historiographique du siècle d'or néerlandais, qui est profondément reconfigurée en ce moment principalement par un chercheur du nom Diane Blanc, qui est d'origine suisse, mais en l'occurrence, le propos, ça a été de montrer que le siècle d'or commence en fait dans les années 1580, un peu avant la date butoir de 1600. Goltzius, Hendrik Goltzius, qui est l'un des plus grands graveurs maniéristes de l'époque, dont vous voyez deux œuvres ici de part et d'autre, inaugure notre sélection. C'est un graveur qui montre des soldats, qui montre des champs de bataille. Pourquoi? Parce que la raison d'être de la dénomination de siècle d'or néerlandais, si l'on revient à sa source, c'est qu'elle désigne le moment lors duquel certaines provinces, qui constituent les Provinces-Unies, qui s'érigent en république, se détachent de l'Espagne et de la monarchie des Habsbourg pour revendiquer leur autonomie. Ça ne se fait pas sans heurts, il y a énormément de combats. Certains historiens ont même dit que le siècle d'or était une succession ininterrompue de guerres. Donc la thématique militaire parcourt la production gravée de l'époque. En l'occurrence, Goltzius est actif à Haarlem et il adresse des clins d'œil à sa ville d'activité dans ses gravures. Celle que vous voyez ici à gauche est un portrait qui représente Gerrit de Jong. Celle qui est à ma droite représente quant à elle un porte-étendard. La première date de 1583, la deuxième de 1587, donc on est vraiment à l'aube du siècle d'or néerlandais. Et en fait, toutes deux, en représentant des sujets militaires, jouent un rôle actif dans une forme de propagande visuelle que l'estampe diffuse. Pourquoi? Parce que l'estampe est le médium artistique le plus démocratique. C'est aussi le médium artistique qui circule le plus largement. Les tirages de ces gravures sont souvent considérables, on en connaît plusieurs états. C'est un médium d'information autant qu'un médium artistique. Ça s'observe par exemple au fait que souvent les estampes sont accompagnées de ce qu'on appelle une lettre, c'est-à-dire un petit commentaire qui se trouve en bas de l'image, qui renseigne sur l'identité du sujet représenté, le nom de l'artiste. Quand c'est un graveur qui interprète l'œuvre d'un autre peintre, le nom du concepteur de l'image. Et en l'occurrence, à ma gauche, c'est vraiment un portrait d'un homme qui s'appelle Gerrit de Jong, qui s'est illustré précisément aux portes de Haarlem lors de combats contre les troupes espagnoles. Et il faut comprendre cette œuvre qui est publiée aussitôt que la victoire de Gerrit de Jong a lieu. Donc il y a une forme d'immédiateté dans la diffusion des gravures pour rapporter des nouvelles, célébrer des événements récents et surtout chanter en l'occurrence la gloire d'un capitaine qui s'est illustré au combat et qui donc incite d'autres à suivre son exemple. Il y a quelque chose de une fonction appelante dans ces œuvres qui incite à l'engagement et qui incite à la prise de position au sein de ces conflits. Parce qu'évidemment, il y a un besoin en hommes pour alimenter les troupes qui est très fort. L'indépendance réelle des Provinces-Unies n'est reconnue par l'Espagne que très tardivement dans le XVIIe siècle, à la fin de la première moitié du siècle. Donc toute cette première période, c'est une période de combat. Et à ma droite, Goltzius s'y prend d'une manière différente, là aussi pour faire miroiter un idéal à son public, pas l'idéal d'une personne réelle dont on chante les louanges, comme c'est le cas de Gerrit de Jong, mais ici un idéal abstrait. Le porte-étendard n'est pas un portrait, ça n'est pas une personne qu'on a identifiée. Le porte-étendard, tel que vous le voyez ici, c'est une forme d'idéal absolu de cet homme qui accompagne les troupes en portant son drapeau, qui en est l'emblème. Il est extrêmement gracieux, il a des allures de danseur de ballet qui sont proprement maniéristes, c'est caractéristique de la gravure de Goltzius. Vous voyez que le mouvement de l'étendard lui-même suit complètement la torsion de son corps, qui est particulièrement marquée. Et en fait, en s'intéressant à la mode vestimentaire du siècle d'or, on observe que ce porte-étendard est représenté au dernier cri de la mode de l'époque. Donc, en fait, ce que fait miroiter ici, grâce à cette estampe Goltzius, au public de ses œuvres, c'est d'une certaine manière le chic qui les attend s'ils s'enrôlent et qu'ils rejoignent les troupes pour défendre l'indépendance durement acquise des Provinces-Unies. L'un des détails qu'on observe qui est caractéristique, cette corne que vous voyez en bas du ventre qu'on appelle une panse, c'est un détail vestimentaire qui est révélateur de cet alignement de Goltzius sur la mode de l'époque. Et à l'arrière de l'estampe, on observe différents personnages dont
certains discutent ensemble, dont d'autres chassent ou alors commentent le paysage autour d'eux. Et en fait, Goltzius insiste aussi beaucoup sur ce nouvel idéal du soldat qui n'est plus du tout un idéal strictement militaire, mais un idéal courtisan où la grâce, la sprezzatura, comme l'appellent les Italiens, la conversation fait partie intégrante de la vie des camps de soldats. Et c'est tout cet idéal-là, d'élégance aussi, et de grâce que l'on fait miroiter au potentiel volontaire de l'époque. Donc ces gravures fonctionnent d'une certaine manière comme des tracts, appelant à l'engagement, diffusant un idéal, rappelant aussi la nécessité de s'engager, et en l'occurrence la lettre, qui précise dans le cas de Guérit de Jong son nom, sa fonction, la raison pour laquelle on l'illustre sur l'estampe. Ici, c'est très différent, c'est un commentaire très large sur ce qu'est le porte-étendard et la fonction qu'il occupe au sein d'une troupe. Dans cette salle du parcours qui s'appelle Nuance tonale, on a voulu mettre l'accent sur les dégradés non pas de couleur, puisque la quasi-totalité de la production gravée du siècle d'or est en noir et blanc, mais de tonalité précisément, et attirer l'attention des visiteurs sur le fait que les nuances d'encre, les clairs du papier, les ancrages plus ou moins profonds, suffisent au graveur à rendre toute la diversité des textures, parfois des étoffes, parfois des visages. On devine les rougeurs de certains visages chez des personnages de Cornelis Vischer, par exemple, mais on observe aussi que les gravures du siècle d'or néerlandais reproduisent parfois des peintures. C'est le cas de tout un mur qui se trouve ici, dont les 4 œuvres sont des interprétations d'après des peintures qui sont parfois très précieux, puisque dans le cas d'une interprétation d'après Rubens, la gravure nous offre le seul témoignage aujourd'hui connu d'une peinture disparue de Rubens. Dans d'autres cas, on observe aussi que l'obscurité, ça a été d'une certaine manière l'origine de ce qui devient ensuite le clair-obscur rembrandtesque. Avant Rembrandt, un autre artiste essentiel qui est dans cette exposition représenté par une gravure d'interprétation, c'est Adam Elsheimer. Adam Elsheimer était originaire de Francfort, actif à Rome, et l'un de ses proches amis et collectionneurs, qui s'appelle Hendrik Gaut, a gravé l'essentiel de son corpus peint. Elsheimer est mort très jeune et c'est grâce aux gravures de Gaut que son œuvre s'est diffusée très largement. La Cérès que nous exposons dans l'exposition est l'une de ses œuvres les plus célèbres et pour cause, c'est un nocturne presque complet où toute la scène est plongée dans l'obscurité. Et pour faire ressortir cette subtilité tonale des gravures néerlandaises, cette salle a été accrochée en dégradé de la plus sombre à la plus claire, parce qu'il y a quelque chose de très contre-intuitif aujourd'hui pour nos visiteurs, et c'est tout à fait légitime à considérer qu'on a privilégié le noir et blanc sur la couleur, parce qu'on parle là d'une époque où la gravure en couleur est déjà tout à fait possible et pratiquée déjà depuis au moins 2 siècles, et pour autant on privilégie le noir et blanc. Aujourd'hui, on vit à une époque où le noir et blanc est encore tout à fait possible, mais la couleur, c'est un automatisme. Alors évidemment, ça aurait coûté plus cher d'imprimer en couleur, mais aujourd'hui, c'est tout aussi juste, ça coûterait moins cher de réaliser toutes nos photos en noir et blanc. Pour autant, on ne se pose même plus la question et on va vers la couleur. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est aussi que non seulement la subtilité tonale de ces gravures parvient à restituer la grande diversité de la palette chromatique des peintres qu'on interprète, mais aussi que la question de la tonalité, du clair et du sombre, est un marqueur presque idéologique et stylistique au sein de la production gravée de l'époque. Et ça apparaît très bien dans ce petit coin consacré au paysage, avec à ma gauche un paysage de Ruysdael, qui est un artiste sans doute le paysagiste le plus célèbre de l'époque. Au XIXe siècle, on fait de lui l'incarnation même du paysage nordique en louant justement la complexité de ses formes, l'obscurité de ses forêts, l'entremêlement très étroit de ses arbres. Et à ma droite, une sorte de pendant, 2 œuvres d'artistes qu'on appelle les italianisants. Les italianisants sont des artistes qui soit se rendent en Italie pour s'y former, pour travailler avant de rentrer dans les Provinces-Unies, soit ne quittent jamais les
les Provinces-Unies, mais travaille dans une veine proprement méditerranéenne en s'inspirant de l'exemple d'artistes précédents. Goltzius, par exemple, déjà voyage en Italie. En l'occurrence, les deux artistes italianisants de la sélection sont Karel Dujardin et Jan Bot. Et en comparant les gravures, qui sont à chaque fois des paysages, mais que réalisent ces trois artistes, on observe instantanément la différence de tonalité entre la chaleur des unes et l'obscurité des autres. Ruisdael, lui aussi, d'une certaine manière, est révélateur de l'aggiornamento qui a récemment eu lieu dans l'historiographie du siècle d'or néerlandais, puisqu'on a longtemps considéré que le siècle d'or néerlandais était un siècle de réalisme et que la production artistique de l'époque était réaliste, dans le sens où elle représenterait la vie quotidienne telle qu'elle s'est réellement déroulée. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le regard que posent les artistes de l'époque sur leurs contemporains est extrêmement sublimé, et Ruisdael, en l'occurrence, recompose complètement un paysage qui ne pourrait pas exister en tant que tel, puisque l'arbre que vous voyez sur sa gravure, qui est massif et énorme, est en fait enraciné dans un marais et n'aurait donc pas du tout l'assise suffisante pour croître dans cet environnement. Pour donner son échelle, Ruisdael représente deux petits voyageurs qui longent le marais en question. Karel Dujardin, lui, procède d'une manière inverse, et vous voyez ici que sa paysanne traversant un gué est extrêmement massive, très corpulente, elle est monumentale, et Karel Dujardin redouble la sérénité qui ressort du papier qui est très largement laissé en réserve. L'ancrage est très réduit sur la feuille qui est presque exclusivement blanche, il y a très peu de dégradés et cette clarté du papier est redoublée par le geste de cette paysanne, puisque vous voyez que sur l'œuvre, la seule source de disruption, si on peut dire, ou d'intranquillité, c'est le chien qui est en train de s'agiter au pied de la paysanne, qui s'apprête à retomber dans l'eau et à l'éclabousser, et la paysanne le rappelle à l'ordre de son geste qui lui intime de rester calme. Et en contrepoint de toutes ces gravures, on a voulu présenter aussi, lorsque ça s'y prêtait, quelques extraits de nos collections de dessins, puisque le musée Condé conserve aussi une collection remarquable de dessins du XVIIe siècle néerlandais, qui avait été exposée au public pour la dernière fois en 1999, donc on a considéré qu'il était temps et tout à fait légitime d'en ressortir certaines feuilles. En l'occurrence, on conserve un dessin de Ruisdael, qui est un dessin de jeunesse, qui est parmi les plus importants qu'on connaisse sur vélin, et un dessin d'un autre artiste qui s'appelle Bartholomeus Bremberg. Bremberg fait partie de ces artistes italianisants de la première génération qui vont en Italie pour travailler, et la confrontation des deux dessins recoupe exactement la confrontation ici de ces gravures entre les artistes nordiques dans leur voyage, c'est-à-dire que Ruisdael ne voyage jamais que dans les Provinces-Unies et dans le nord de l'Allemagne, jamais en Italie, tandis que les autres artistes se rendent en Italie et parfois ils restent pour produire ensuite le restant de leur œuvre. Jan Bot, c'est un cas encore un peu à part. Jan Bot, avec sa représentation du Ponte Molle, nous montre à quel point les œuvres des italianisants étaient recherchées aux Provinces-Unies même, parce qu'au terme de son voyage à Rome, Jan Bot rentre aux Provinces-Unies et il réalise dans les Provinces-Unies des œuvres qui déclinent les motifs italianisants qu'il a observés. Donc ce ne sont pas des gravures qui sont réalisées en Italie sur des motifs italiens, mais ce sont des sortes de remémorations de souvenirs italiens. Cette salle est peut-être la plus emblématique du regard fantasmé que posent les artistes sur leur époque, puisqu'on y voit des pastorales, des scènes bucoliques qui représentent des animaux accompagnés de leurs bergers et vice-versa dans les campagnes néerlandaises et qui apparaissent toujours d'une manière extrêmement idéalisée. C'est-à-dire qu'on observe quelques moutons, des brebis par 3, par 4, seuls dans une prairie, prendre des bains de soleil. Or, on sait pertinemment qu'à cette époque, l'élevage est déjà l'un des fers de lance de l'économie des Provinces-Unies et que les troupeaux se comptent déjà par plusieurs dizaines de bêtes, sinon plus. Berchem, auquel tout ce mur est consacré, nous montre d'une certaine manière une sorte d'idéal arcadien des campagnes néerlandaises et renoue ce faisant avec les sources antiques,
puisque l'une des spécificités du XVIIe siècle néerlandais, c'est que l'appellation de siècle d'or lui est contemporaine. En histoire de l'art, si vous voulez, dans 9 cas sur 10, quand on a des appellations un peu lyriques, un peu jolies, disons, pour qualifier une époque, comme par exemple l'école du Danube, ce sont en fait des créations soit du 19e, soit du 20e siècle pour qualifier rétrospectivement une époque antérieure. Or là, on parle d'une époque qui s'est qualifiée elle-même de siècle d'or néerlandais. Comment ça s'est traduit? Par la traduction précisément de sources antiques comme Ovide, qui théorise ce que sont les grands âges de l'humanité avec cet âge d'or où les animaux et les bêtes vivraient en harmonie dans la nature. Et on ressuscite ici ce mythe arcadien. Ça apparaît très bien dans cette estampe de Berchem, qui est d'une certaine manière l'un de ses chefs-d'œuvre, puisqu'elle anticipe ce qui devient ensuite l'estampe rococo au XVIIIe siècle par la complexité de ses formes. Vous y observez des animaux dans une petite rivière, un petit point d'eau. À leur droite, des bergers flirtant avec des bergères. Au fond, à droite, 2 bergères portent même des couronnes de laurier, ce qui est un clin d'œil direct à l'Antiquité. Et ce que suggère Berchem, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il est pris dans l'imaginaire visuel de son temps, c'est que l'indépendance des Provinces-Unies de l'Espagne, la République, le protestantisme aussi, qui se construit en rupture avec le catholicisme dans cette partie de l'Europe, a permis l'avènement d'un nouvel âge d'or, un siècle d'or précisément, qui se traduirait et dont les échos se répercuteraient jusque dans les campagnes du pays. Et ça apparaît de 2 manières ici, non seulement à travers ces clins d'œil à l'Antiquité et cet idéal d'une vie bergère qui est complètement idéalisé, mais aussi par un détail plus subtil que vous observez ici. C'est un bas-relief qui représente une scène de combat. On voit un homme à terre, un autre à cheval avec une lance. Et ce bas-relief est en ruine, envahi de végétation, complètement fragmenté, ce qui est une manière très subtile pour Berchem de suggérer que le temps des combats est révolu et qu'on a renoué avec un nouvel âge d'or. Cette suite de Berchem, qui est appelée sa suite des moutons, est particulièrement révélatrice de l'ambiguïté entre réalisme et naturalisme qui se manifeste dans la production gravée du siècle d'or, puisque les moutons que vous voyez là sont représentés avec une grande exactitude, mais pour autant ils ne sont pas réalistes dans le sens où ils ne donnent pas une image fidèle de ce à quoi ressemblait le quotidien des troupeaux de moutons au siècle d'or néerlandais. La suite s'ouvre par cette planche que vous voyez ici, sur laquelle on voit la bergère qui accompagne son troupeau, qui regarde le regardeur précisément et lève la main, ce qui est une convention de l'époque qu'on retrouve aussi en peinture pour signifier qu'elle chante ou qu'elle s'apprête à chanter. Donc elle prend à partie le regardeur pour l'impliquer dans la suite. Et ce qu'on voit ensuite, toutes ces scènes avec des moutons qui sont soit par 2, soit plus nombreux, en fait, ça ne sont pas des moments qui se succèdent les uns aux autres, mais c'est un seul et même instantané d'un troupeau. Et ce qui nous traduit ce détail-là, ce qu'il révèle, c'est le fait que sur cette planche ici et sur cette planche que vous voyez là, la brebis qui s'éloigne vers l'arrière-plan, c'est la même, mais qui est vue depuis 2 angles différents qui se recroisent. Et donc ce qu'on observe sur cette suite, et c'est la raison pour laquelle on la présente montée ensemble et non pas sous la forme d'une succession de feuilles, c'est en fait le regard circulaire d'un artiste sur un seul et même troupeau à un seul instant. En fait, c'est une sorte d'instantané pris sur le vif, ce qui traduit et ce qui fait croire à une forme d'immédiateté d'un grand réalisme, mais qui est en fait très artificiel. Les scènes de genre et la représentation du peuple occupent une part importante de la production gravée de l'époque et c'est ce qui est évoqué dans cette salle-là, notamment à travers tout ce mur qui est consacré à Adrien van Ostade, qui est le plus grand artiste
pour ce champ iconographique de l'estampe de cette époque. On y retrouve des paysans, des scènes d'auberge, des couples ou même des familles en train de dire le Benedicite avant de partager un repas. Et là aussi, le regard qui se pose sur la vie rurale est extrêmement idéalisé. On ne représente jamais que des moments de félicité familiale ou sociale, des moments d'harmonie. Ce qui est très frappant, c'est la part importante que prennent dans l'œuvre d'Adrien Van Estade simplement le motif d'un tandem de paysans en train de discuter dans une rue très paisiblement et souvent en plein soleil. Donc on a vraiment l'impression d'une grande sérénité sociale qui n'était évidemment pas exclusive à l'époque, qui connaissait les mêmes zones d'ombre que chaque autre époque après elle et avant elle. Ici, ce qui était intéressant, c'est de retrouver dans deux estampes le même motif d'un marginal de l'époque qui apparaît également en peinture. C'est un marchand de Morora, ici représenté par Cornelis Vischer. À ma gauche, le même marchand de Morora apparaît dans cette gravure de Van Reynes, qui est un artiste très intéressant parce qu'il a pratiqué la gravure en amateur après avoir suivi des cours de Rembrandt. En l'occurrence, vous retrouvez ici tout à droite de la composition la silhouette très caractéristique de ces marchands de Morora, qui se reconnaissent au fait qu'ils tiennent une perche. En haut de la perche, une cage, et dans la cage, des rats vivants. On voit aussi des rats qui se promènent sur ses vêtements. Le marchand de Morora, en l'occurrence, tient dans sa main droite un produit qu'il s'applique à faire goûter à l'un des rats comme une forme de démonstration de l'efficacité de ce qu'il cherche à vendre. Donc, la subtilité de Cornelis Vischer se reconnaît aussi au fait que les doigts du marchand de Morora s'approche si près du trait d'encadrement de l'estampe qu'on est obligé de s'approcher très près de l'œuvre pour comprendre s'il reste contenu dans l'image ou s'il pousse les limites. Et quand on s'approche, on constate qu'il déborde légèrement, juste assez pour nous forcer à avancer et regarder l'œuvre de très près, et pas assez non plus pour qu'on s'en rende compte de loin. Donc c'est une autre manière d'aiguiser le regard des visiteurs. En l'occurrence, Vischer prend un temps considérable pour préparer par un grand nombre de dessins tous les détails de cette eau-forte, les visages, l'expression du chien, la posture de l'assistant du marchand de Morora. Et là aussi, la manière dont Vischer représente son sujet a une forme d'impact très fort sur le regardeur puisqu'on veut convaincre quelqu'un de l'efficacité d'un produit qu'on veut vendre. L'un des plus gros travaux qui nous a occupés pour réaliser cette exposition, ça a été d'identifier dans le cas de chaque estampe, qui sont donc cataloguées et publiées pour la première fois, l'état exact auquel elles se rattachent, si c'était des tirages d'essai, s'ils étaient connus en beaucoup d'autres exemplaires en d'autres lieux. Et l'une de nos meilleures surprises à ce titre, ça a été cette estampe que vous voyez ici, qui est d'un artiste qui s'appelle Zeeman. Impossible d'évoquer le siècle d'or néerlandais sans parler des marines ou des vues portuaires. En l'occurrence, on voit Amsterdam. C'est une vue imaginaire d'un canal à Amsterdam qui est considérablement élargi par rapport à ce que sont les canaux d'Amsterdam. On y voit des bateaux qui mouillent à perte de vue, de grandes demeures patriciennes qui longent le canal. Derrière ces rangées de demeures patriciennes, des mâts qui dépassent et suggèrent d'autres canaux avec d'autres bateaux. Et c'est une forme d'image de l'opulence d'Amsterdam. Et cette dernière salle du parcours répond à la première, puisque dans la première salle, on montre une gravure qui montre la cathédrale d'Anvers. Et avant l'essor d'Amsterdam, c'est Anvers qui est la grande ville économique du nord de l'Europe, du fait que précisément des canaux desservent la ville depuis la mer. Mais avec l'émergence des Provinces-Unies, Amsterdam, qui est situé plus en amont des canaux, coupe Anvers de la circulation maritime et deviendra ce qu'on appelle la capitale du proto-capitalisme au XVIIe siècle. Donc l'exposition, à travers ces deux vues de ville, Anvers au début, Amsterdam à la fin, montre la bascule qui s'opère d'un pôle à l'autre. Et Anvers, comme on le sait, reste fidèle à l'Espagne, reste fidèle aux Habsbourg. Et cette rupture qui se produit au XVIIe siècle est toujours sensible aujourd'hui du fait que les Provinces-Unies de l'époque constituent aujourd'hui la Hollande, tandis que les provinces qui ne rejoignent pas le mouvement d'indépendance sont l'actuelle Belgique.